bienvenue à toutes et tous au rendez-vous de l'INSEE de ce 30 juin 2025. Et donc, le rendez-vous de l'INSEE d'aujourd'hui traitera de la thématique du transfrontalier. Donc, nous allons avoir 4 temps au programme de cet après-midi. Une première partie sur quelques éléments de l'histoire de l'observation transfrontalière par l'INSEE Hauts-de-France, avec voilà, un bref rappel des productions de l'INSEE Hauts-de-France sur ce segment de l'observation. Puis je passerai la parole à Guillaume Bichler du pôle national des statistiques transfrontalières de l'INSEE, qui prend en charge la mission nationale transfrontalière de l'INSEE. Et enfin, nous vous présenterons les résultats de 2 études publiées récemment dans la ligne éditoriale de l'INSEE, donc qui datent de l'an dernier. Une première d'avril 2024 sur les résidents belges qui travaillent dans les Hauts-de-France et une seconde qui date de novembre 2024 qui va vous éclairer sur les flux en sens inverse, donc les travailleurs frontaliers des Hauts-de-France vers la Belgique. Voilà, donc pour démarrer, quelques éléments, je l'ai dit, de ce qu'a pu produire l'INSEE en termes d'observation transfrontalière entre les Hauts-de-France et la Belgique, avec tout d'abord un bref mot sur l'histoire des travaux transfrontaliers que l'INSEE Hauts-de-France a pu mener au cours des dernières années et des collaborations voilà, dans toute leur diversité. Je vous passerai en revue les productions récentes en la matière et puis un rapide point sur les projets qui sont actuellement en cours. Alors, l'INSEE Hauts-de-France participe à la connaissance du territoire transfrontalier sur la frontière franco-belge depuis maintenant près de 25 ans. Donc, quand ça a démarré, c'était l'INSEE Nord-Pas-de-Calais qui travaillait. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais voilà, si vous recherchez des anciennes publications qui ont pu être diffusées au démarrage de tous ces travaux, c'était l'INSEE Nord-Pas-de-Calais qu'il faut rentrer dans votre moteur de recherche. Et donc, l'INSEE Hauts-de-France a produit des travaux de différentes natures. Il y a eu bien sûr des publications qui ont été réalisées, pas mal de publications d'ailleurs, je reviendrai dessus. Mais l'INSEE a également participé à plusieurs projets de coopération transfrontalière et s'est aussi engagé dans la mise à disposition de données, donc à travers un outil sur lequel je vais revenir également. Alors, au niveau des collaborations, l'INSEE n'a pas travaillé tout seul, évidemment, sur ces travaux transfrontaliers, puisqu'il y a de nombreux partenaires qui ont cette même préoccupation de produire de la connaissance territoriale de part et d'autre de la frontière franco-belge. Et donc, tous les travaux qui ont été menés par l'INSEE Hauts-de-France se sont faits en collaboration avec divers acteurs, alors, aussi bien en France qu'en Belgique. Pour citer ceux avec lesquels nous avons le plus travaillé côté France, voilà, on avait la préfecture avec le secrétariat général aux affaires régionales, la région Hauts-de-France. Il y a également eu des services de l'État, en particulier la DREAL, également des agences d'urbanisme de Lille, de Dunkerque, la DUM, la GUR. On peut citer la MEL, le département du Nord, etc. Et en Belgique, ce sont à peu près les mêmes partenaires, côté wallon et côté flamand. Donc notamment l'IWEBS, qui est l'Institut de statistique wallon, qui a la même casquette que l'INSEE sur ses travaux transfrontaliers. Et puis, on peut citer également des groupements de coopération transfrontaliers tels que l'Eurométropole ou le GECT de Flandre occidentale. Alors, les tout premiers travaux transfrontaliers menés par l'INSEE ont démarré dans les années 2000, au début des années 2000, à travers la réalisation d'une série d'atlas transfrontaliers. Donc, c'était une série de 9 atlas en tout qui se sont écoulés de 2004 à 2009.
qui ont été réalisés avec voilà, le concours du Conseil régional, de la préfecture de France et particulièrement de la DREAL. Donc voilà, vous avez la liste des 9 thématiques abordées dans cette première série d'atlas transfrontaliers. Et puis, ils ont été mis à jour entre 2012 et 2016 dans une deuxième série d'atlas transfrontaliers, cette fois au nombre de 3. Donc, les thématiques ont été regroupées. C'était des atlas un peu plus conséquents en termes de volume, mais avec voilà, tout autant de diversité de thématiques. Donc, le premier tome qui traitait de la démographie et du logement, de l'habitat. Le deuxième tome des activités économiques et de l'emploi. Et enfin, le troisième tome des territoires et de l'environnement. Donc, en termes de coopération transfrontalière, l'INSEE a été associé à de nombreux projets, de nombreux groupes de réflexion. Voici quelques exemples des participations de l'INSEE au cours de ces 25 dernières années. Donc, il y a par exemple eu le projet Passage des grands détroits d'Europe, avec le Kent. Il y a eu le projet de SIG transfrontalier avec la mer, une stratégie transfrontalière du département du Nord. Et puis, donc je le cite en dernier, mais ce n'est pas le moins important, bien au contraire, c'est Interreg, donc le programme de coopération européenne qui vise à favoriser les échanges entre nos régions frontalières françaises et belges. Donc Interreg, c'est tout un ensemble de projets qui sont financés par l'Union européenne et bien évidemment les porteurs de projets. Et l'INSEE a été associé à un certain nombre d'entre eux. Donc, par exemple, Compétences sans frontières, qui s'est fait notamment en collaboration avec France Travail, ex-Pôle emploi à l'époque. Il y a eu également le projet Transstat qui a donné lieu à un accord de coopération Transstat 2, voilà, sur une période un peu plus récente. Et puis également l'Observatoire des métiers, mais il y en a bien évidemment bien d'autres. Euh, et donc, on a parlé des publications, des coopérations transfrontalières, et je l'ai dit, le troisième type d'investissement de l'INSEE dans l'éclairage transfrontalier, c'est la mise à disposition de données. Et donc, ça, elle s'est faite par le passé à travers la plateforme Peptide, donc plateforme d'échange et de partage transfrontalière d'informations et de données. Donc cette plateforme, elle est née en 2011, puisque l'ensemble des acteurs impliqués dans les atlas transfrontaliers ont sollicité euh, la construction voilà, d'un outil qui puisse mettre à disposition toutes les données produites à l'occasion de ces atlas, mais pas que. Et donc, c'est de là qu'est née la proposition par l'INSEE de créer cette plateforme Peptide qui a été hébergée sous Myoga, donc ça faisait partie de Bercy, le ministère de l'économie et des finances, qui était administrée par l'INSEE, cette plateforme, et qui était alimentée plusieurs fois par an par l'ensemble des données qui pouvaient être produites, soit dans le cadre de projets d'études ou dans le cadre de projets de coopération transfrontalière. Donc ça, c'est pour tout ce qui s'est passé, on va dire, au cours des 25 dernières années. Mais aujourd'hui, où est-ce que l'INSEE Hauts-de-France en est le traitement de la question transfrontalière dans son activité? Il faut savoir que ce qui a mis un tournant dans l'activité de l'INSEE Hauts-de-France sur le transfrontalier, c'est la fermeture en 2023 de l'unité qui était en charge de ces travaux transfrontaliers. Donc voilà, cette unité n'existe aujourd'hui plus au sein de la direction régionale Hauts-de-France. Cependant, une partie de l'activité qui était prise en charge par cette unité est maintenue. Donc, pas toute l'activité, mais une partie. En particulier, il a fallu arrêter la mise à jour des atlas transfrontaliers. Donc voilà, dans mon état des lieux de l'histoire, c'est pour ça que la mise à jour, elle s'arrête à l'année 2016. Il n'y en a pas eu depuis de mise à jour, d'actualisation de ces atlas. Et puis, de la même façon, la plateforme Peptide n'a pas pu être maintenue. Elle nécessitait des travaux assez conséquents d'investissement informatique pour la mise à jour et la mise aux normes de l'application Myoga voilà, qui hébergeait cette plateforme et elle n'a pas pu être poursuivie.
En revanche, ce qui est maintenu, c'est l'implication de l'INSEE dans divers projets en tant que partenaire associé, et en particulier pour tout ce qui concerne le programme Interreg, dont les travaux ont démarré très concrètement fin 2024, début 2025. Et puis, l'INSEE poursuit bien évidemment la réalisation d'études ponctuelles d'éclairage sur la thématique du transfrontalier. Et donc, cette activité qu'on a souhaité maintenir malgré la fermeture de l'unité en 2023, elle est grandement facilitée par l'appui qu'on peut avoir au niveau national par la mission transfrontalière de l'INSEE. Donc, je l'ai dit, elle est prise en charge par un pôle, le pôle national des statistiques transfrontalières de Nancy. Ce pôle vous sera présenté dans l'intervention qui suit après la mienne. Alors, les productions récentes, ce sont essentiellement des études qui vont traiter des questions d'emploi, de marché du travail. Donc, récentes, là, vous avez un aperçu des 5-6 dernières années de ce qu'a pu produire l'INSEE en matière de questions transfrontalières. Donc, c'est pas mal d'études sur les flux entre Hauts-de-France et Belgique en termes d'emploi frontalier, mais pas que, notamment dans le cadre du projet Compétences sans frontières en 2021. Il y a des focus sur 3 secteurs économiques qui ont été produits, donc sur le textile, l'agroalimentaire et la construction, qui à l'époque avaient été identifiés car en tension au niveau des recrutements. Et ensuite, donc, parmi les plus récentes de ces études, celles dont je vous parlais tout à l'heure et qui feront l'objet des 3e et 4e temps de l'ordre du jour, les 2 études sorties en 2024 et qui traitent des flux transfrontaliers d'actifs occupés dans les 2 sens. Donc ça, les collègues vous les présenteront juste après. Au niveau des travaux que l'INSEE mène en collaboration avec les acteurs actuellement, il y a le projet d'observatoire transfrontalier, donc GOT, dans son acronyme néerlandais, et qui fait projet du programme Interreg France, Wallonie, Flandre. Donc l'INSEE, sur ce programme Interreg, n'est pas partenaire officiel, mais est plutôt associé en tant que partenaire technique et participe aux groupes de réflexion, donc les work packages, les groupes de travail, dans 2 des thématiques, la thématique mobilité et la thématique marché du travail formation. Autre actualité, une étude qui pourrait sortir au T1 2026 sur les achats transfrontaliers par carte bancaire. Alors, cette étude régionale constitue une déclinaison d'une étude nationale qui paraîtra dans le courant du 4e trimestre 2025 et qui sera réalisée par le Pôle national des statistiques transfrontalières de Nancy. Cette thématique vient d'un besoin qui a été identifié par le comité de coopération transfrontalier franco-allemand comme un sujet d'intérêt majeur, éclairer les flux de consommation transfrontalière. Et donc, c'est à partir de là que le pôle statistique transfrontalière de Nancy a expertisé des données nouvelles, des données des comptes du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et à l'issue de cette expertise, voilà, il en ressort que des données robustes peuvent être mobilisées pour une étude nationale sur cette thématique. Et l'INSEE Hauts-de-France en fera une déclinaison régionale d'ici début 2026. Donc, je vais vous présenter le pôle des statistiques transfrontalières, dont je suis le responsable, en 3 temps. Donc, je vais vous parler d'abord des acteurs du transfrontalier à l'INSEE, plus globalement, et le positionnement du pôle par rapport à ces différents acteurs, avec quelques éléments aussi de notre participation côté pôle à
des actions de coopération au niveau national. Ensuite, je ferai quelques focus sur des travaux et des études récents ou en cours, qui feront d'ailleurs le lien aussi avec ce qui sera présenté par la suite, et quelques éléments de perspective de programme de travail de l'année à venir, à plus de moyen terme, dans les différents projets qu'on a en tête. Donc, le pôle des statistiques transfrontalières, le PST, donc, et comme l'a dit Nathalie, est localisé dans la direction régionale du Grand Est, à Nancy. Donc, c'est un petit pôle, une équipe de 4 personnes, de création assez récente, qui a été créée en 2017, et qui répond à 4 grandes missions. La première, c'est de recueillir, produire et mettre à disposition des bases de données transfrontalières sur l'ensemble des frontières. Donc, notre champ de compétences, ce sont les frontières terrestres de la France métropolitaine. De valoriser des données au travers d'études nationales, dont je vais aussi vous donner quelques exemples. On a aussi un rôle plus d'animation de réseau. Donc, on anime et on coordonne certains travaux avec nos collègues qui travaillent dans les services régionaux, hein, comme le service études-diffusion des Hauts-de-France, par exemple. Donc, tous les services études-diffusion des directions régionales frontalières qui ont des thématiques et des enjeux transfrontaliers. Et on participe à des actions de coopération. On a également, côté national, il y a un chargé de mission qui travaille directement auprès du chef du département de l'action régionale et dont la lettre de mission est assez axée sur l'étude de l'équilibre de l'emploi local, les travailleurs frontaliers et l'expertise de la source fiscale, plutôt en majorité sur la frontière luxembourgeoise, mais avec qui on a de la collaboration et des échanges. Ensuite, il y a les travaux régionaux, donc les services études-diffusion des régions frontalières, qui sont cités là sur le diaporama. Donc, les travaux régionaux, ce sont des expertises et des expériences sur des enjeux transfrontaliers, comme on va le voir à l'occasion de cet événement aujourd'hui, hein, sur des enjeux locaux, régionaux ou à un niveau plus fin que la région, ou dans le cadre de zones de coopération. Donc, tous les travaux que réalisent les chargés d'études en région sont bien évidemment importants et complémentaires de ce que nous, côté pôle de statistiques transfrontalières au niveau national, on peut faire. Donc, on a des missions qui sont complémentaires, mais on a des travaux collaboratifs qui sont possibles, comme je vais vous en donner quelques exemples. Côté PST, côté pôle, on a quelques participations aussi. Ça nous prend une partie de notre temps de la coopération nationale. Donc, sans rentrer trop dans le détail, qui sont cités là, donc on travaille sur un groupe de travail Eurostat. S'il y a des questions, je pourrais un peu éventuellement rentrer plus dans le détail, mais sur les cross-border cities et les functional urban areas, c'est-à-dire l'équivalent des grosses métropoles et des aires d'attraction des villes, des concepts qui existent déjà au niveau national dans les pays européens, mais qui n'existent pas pour des cas transfrontaliers. Voilà. On fait partie d'un groupe de travail sur l'observation transfrontalière de la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière. On est dans un groupe de travail qu'a cité Nathalie sur la coopération transfrontalière franco-allemande, où avait notamment émergé l'intérêt pour les flux de consommation transfrontaliers. Et après, on participe à des réseaux européens comme Cross Border Monitoring et un projet qui est assez récent et qui est en cours, qui vise à collecter sur le maximum de pays des données de flux sur les travailleurs frontaliers, donc à l'échelle européenne, trouver une méthode harmonisée pour comparer ces flux et à un niveau géographique relativement fin, puisque ça, on s'intéresse pour chaque pays aux frontaliers entrants qui viennent travailler dans le pays avec un détail jusqu'au niveau du NUTS 3 de la région de travail. Donc, sur les travaux études récents ou en cours, on, on travaille sur l'expertise et l'enrichissement de sources de données. Donc là, pour sans rentrer trop dans le détail non plus, mais l'objectif, c'est de comparer, pour nous, c'est de comparer des sources, qu'elles soient nationales, INSEE, françaises ou étrangères,
voir quelles sont les différences de champs, de concepts, et essayer d'en dégager des recommandations pour les utilisateurs et aussi des limites. On s'intéresse à comparer des données qui peuvent être plus de nature structurelle ou plus conjoncturelle. Et on essaie aussi, quand c'est possible, notamment pour les sources INSEE, de les améliorer. Donc, je vais vous illustrer ça par un exemple. Donc, on a travaillé sur les 2 dernières années sur l'amélioration de l'information de la commune de résidence à l'étranger dans la base tout salarié, qui est une source INSEE de déclaration par les employeurs de leurs salariés et qui permet de mesurer des flux de travailleurs frontaliers entrants, c'est-à-dire qui résident à l'étranger et qui viennent travailler en France. Donc, on a travaillé sur la définition d'indicateurs, corriger les ruptures de série et coder plus finement le lieu de résidence pour avoir plus précisément l'information de où dans le pays étranger résident ces travailleurs frontaliers. Donc, ces expertises sont valorisées au travers d'études, de chiffrage. Et également, dans le cadre de coopération, on a plusieurs partenaires qui s'intéressent à ces données et à qui on transmet des informations issues de cette source BTS. Donc, un petit exemple sur le codage qui a été justement exploité par le CEDO de France. Sur l'étude des résidents belges qui travaillent dans les Hauts-de-France, en 2021, il y a une analyse dans l'étude sur les arrondissements de provenance des travailleurs frontaliers. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail vu que l'étude est présentée en détail par la suite. C'est juste une petite illustration de ce que permettent ces données. Et en termes de comparaison, on a regardé par exemple euh, donc la BTS avec cette nouvelle information. Est-ce qu'elle est cohérente, par exemple en termes d'arrondissement de résidence des travailleurs frontaliers qui viennent travailler dans les Hauts-de-France ou plus globalement en France? Est-ce qu'elle est cohérente avec la source belge de l'INAMI, de l'assurance maladie? Et on voit, voilà, petit exemple au travers de cette carte, qu'on n'est quand même pas trop éloigné, même si ce sont des sources de nature très différentes, et que bien sûr, la comparaison dépend beaucoup de comment on définit le champ et comment on définit les concepts. En termes de travaux, donc comme je l'ai dit dans nos missions, on valorise les données à un niveau au travers d'études nationales, portant autant que possible sur l'ensemble des frontières, donc, ou au moins sur plusieurs d'entre elles à minima. Voilà, notre angle d'étude, c'est toujours voilà, donc, la comparaison des frontières. Donc, on produit moins de détails dans nos études pour chaque frontière que les études qui sont produites par les CED régionaux concernés. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut apporter des données de cadrage et une comparaison des différentes frontières. Quand on le peut, à un rythme qui autour une fois tous les 2 ans, enfin, on en a fait pour l'instant qu'une, mais on en a projet pour d'en faire une l'année prochaine. On essaie de réaliser ces études nationales dans le cadre de ce qu'on appelle à l'INSEE des opérations coordonnées, c'est-à-dire qu'on publie simultanément une version nationale de l'étude produite par le pôle et les CED travaillent sur les mêmes données et font une déclinaison régionale avec une parution simultanée. Donc l'avantage pour les CED, c'est de bénéficier du travail de méthodologie et d'exploration des données qu'a fait le PST en amont et d'une proposition d'une trame qui peut être déclinée à un niveau régional et adaptée selon les besoins. Donc un premier exemple, c'est l'étude sur les trajets domicile de travail des travailleurs frontaliers, dont la déclinaison régionale va être présentée tout à l'heure. Donc c'était une opération coordonnée qui est parue fin novembre 2024, l'année dernière, avec une étude nationale et 5 études régionales qui portaient sur les déplacements domicile-travail des travailleurs frontaliers sortants, donc, qui résident en France et qui travaillent dans un des pays voisins sur les pays principaux de destination, donc Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse et Monaco. Donc les problématiques abordées dans cette opération coordonnée, ce sont les caractérisations des trajets, vraiment plus sous l'angle de la distance parcourue, la durée, et des caractéristiques des frontaliers, davantage que sur les flux en termes d'effectifs. La comparaison entre les frontaliers et les non-frontaliers, des éléments en évolution sur 2010-2021, et un petit encadré dans l'étude nationale et repris dans les études régionales sur l'impact en termes d'émissions de CO2 de ces déplacements, avec pour source de données le recensement de la population et un outil de distancié qu'on utilise à l'INSEE. Ça, c'est une petite illustration pour vous montrer une des cartes de l'étude nationale. Voilà, vous voyez qu'on on traite toutes les frontières, en l'occurrence des pays que j'ai cités, pas l'Italie et l'Espagne, avec un niveau géographique qui va jusqu'à la zone d'emploi dans cette étude-là, mais avec le détail par zone d'emploi qui est davantage développé dans les publications régionales.
Et le deuxième exemple, dont Nathalie a déjà un peu parlé, c'est une étude à paraître, qui va paraître en principe début octobre, qui est en cours de rédaction, sur les dépenses à l'étranger par carte bancaire des résidents frontaliers, en exploitant une source de données dont l'INSEE à laquelle l'INSEE a accès depuis le Covid à peu près, depuis 2020-2021, en partenariat avec le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il y a aussi des données de la Banque Postale, mais qu'on n'a pas exploitées au pôle. Donc, ce sont des données assez innovantes, mais qui nécessitent un investissement méthodologique assez important, mais qui permettent d'appréhender la consommation de dépenses transfrontalières au sens de consommation de résidents français vers l'étranger, puisqu'on a le détail à niveau fin des transactions réalisées par carte bancaire, y compris donc à l'étranger, avec des informations sur le département de résidence, sur le pays d'achat et sur la catégorie de l'établissement où est réalisée la dépense, et une volumétrie qui est intéressante, puisqu'on a de l'ordre de 500 000 ménages Crédit Mutuel, par exemple, à fin septembre 2023, ce qui représente plus de 14 millions d'opérations par carte en mensuel, par exemple. Donc, quelles sont les problématiques qu'on peut aborder avec cette source de données? On s'intéresse à ce que représentent les achats dans les pays frontaliers, donc, par rapport aux achats des zones frontalières dans leur ensemble, ou par rapport aux achats dans les pays frontaliers du reste de la France. Quels sont les comportements d'achat, la fréquence, la saisonnalité, les types d'achats, voilà, le poids que représentent par département, par exemple, les achats à l'étranger par rapport à l'ensemble des dépenses. Donc, c'est une publication nationale, comme je l'ai dit, qui va paraître en octobre prochain, qui sera aussi complétée par un document de travail, également publié sur le site de l'INSEE, pour avoir plus de détails sur la méthodologie, et la déclinaison à un niveau régional déjà programmé, comme l'a dit Nathalie, par le CED Hauts-de-France pour le début du premier semestre 2026. On a également le service études diffusion de la région Grand Est qui serait intéressé par une exploitation, même si ce n'est pas encore programmé, mais il serait intéressé. Et on va proposer aussi ces données-là à d'autres régions qui pourraient également être intéressées par une déclinaison régionale. Alors, juste quelques éléments de perspective dans nos travaux. On a un projet d'une étude en un format assez court, l'étude nationale, qui va démarrer au deuxième semestre sur les mobilités résidentielles transfrontalières, où là, on va s'intéresser du coup au déplacement, au déménagement, en particulier des personnes qui viennent de l'étranger, qui s'installent en France, en particulier dans les zones frontalières, en exploitant des données du recensement de la population. Quand on interroge les ménages dans le recensement de la population, on leur pose la question du lieu de résidence antérieur, donc l'année N-1, et on va faire un travail de codage de cette information quand c'est à l'étranger à un niveau commun. C'est une donnée qui n'est pas disponible immédiatement, mais on a récupéré cette information-là pour la coder et l'imputer et pouvoir l'exploiter dans le cadre de cette étude, ce qui permettra d'avoir un niveau géographique assez fin de la provenance de ces mouvements, en particulier savoir si les personnes ou les ménages qui viennent s'installer en France viennent de proche ou pas de la frontière, voilà, et faire le lien avec le travail frontalier. Donc, les problématiques, c'est quelle est l'ampleur de ces mobilités résidentielles transfrontalières, le lien avec le travail frontalier. On va s'intéresser au profil de ces nouveaux arrivants depuis l'étranger en termes de catégories socio-professionnelles, de nationalité, comment ça a évolué au cours du temps, si on peut récupérer des données voilà, sur une période de temps assez longue. Pour information, ça répond également à une recommandation du CNIS à l'occasion de la commission territoire qui s'est déroulée en décembre dernier et qui a émis dans ses recommandations la nécessité de mieux caractériser l'origine des nouveaux arrivants, des personnes qui s'installent en France en provenance de l'étranger, de ces mobilités transfrontalières. Et l'objectif, ça serait une publication à l'horizon premier semestre 2026. Ensuite, on a un projet d'opération coordonnée, un peu sur le même principe que ce que je vous ai exposé pour les déplacements domicile-travail de l'opération coordonnée qui a eu lieu l'an dernier. Donc, on a eu un projet pour l'an prochain. Alors, la thématique n'est pas encore définie, mais l'objectif, c'est que ça réponde à des sujets d'intérêt des régions frontalières et de plusieurs régions, puisque vraiment, le but, c'est qu'on ait plusieurs déclinaisons régionales sur la thématique qu'on va retenir. Alors, pour information, on a quelques pistes en tête qui peuvent soit être l'objet de cette coopération coordonnée, soit l'objet de travaux de moyen terme au pôle. On aimerait bien s'intéresser à la structure de l'emploi par secteur d'activité dans les zones
dans les zones frontalières, notamment les activités présentielles versus la sphère productive. Un peu dans le même esprit, on a en tête de s'intéresser aux professions. Voilà. Bon, les deux sujets ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais l'un serait plus axé sur les secteurs d'activité et l'autre avec un angle principal sur la profession, avec notamment des données qu'on pourrait exploiter sur les métiers en tension. On pourrait avoir un sujet autour des entreprises, donc les caractéristiques des entreprises dans les zones frontalières, toujours à comparer aux zones non frontalières. Et on a un sujet qui revient assez régulièrement dans les besoins exprimés par nos collègues des régions, c'est l'accès aux services, qui pourrait être voilà, sur du moyen terme un objet d'étude du pôle. On a une source de données qui est très riche côté français avec la base permanente des équipements. Après, la difficulté, c'est de trouver des données de l'autre côté de la frontière. En tout cas, il y a un enjeu autour de cet accès aux services ou également sur la pénurie parfois de main-d'œuvre ou de certaines professions, en particulier professions de la santé en France, quand on a une attractivité très forte de l'autre côté de la frontière, notamment en termes de différence de salaire. Voilà, donc moi, je suis intéressé s'il y a des réactions, voilà, s'il y a des personnes qui veulent, voilà, qui ont voilà, des remarques ou des problématiques d'intérêt, voilà, avoir un peu votre retour aussi là-dessus, mais pour l'instant, tout est ouvert pour le moyen terme. Et enfin, je terminerai ma présentation par un travail aussi en cours pour information qu'on mène depuis le début de l'année, qui est plus un travail d'expertise de données sur la source fiscale, ce qu'on appelle le dispositif philosophie, qui permet de calculer des indicateurs de niveau de vie, d'inégalité et de taux de pauvreté. Donc, très, très utilisé à l'INSEE. Et on participe à un groupe de travail qui est piloté à l'INSEE pour compléter l'information sur le champ en particulier des revenus perçus à l'étranger. Voilà. Donc, on est toujours sur la thématique transfrontalière. Donc, c'est des travaux qui ont démarré en début d'année et qui vont se poursuivre au deuxième semestre et l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé. Je Merci vois. Guillaume. Alors, j'ai vu passer plusieurs questions dans le chat. Je vais les reprendre dans l'ordre. Donc, tout d'abord, une question sur l'étude nationale en cours sur les achats bancaires. Ouais. Est-ce qu'une étude à partir des données du Crédit Mutuel n'est-elle pas restrictive? J'ai la réponse, mais je te laisse. Restrictif, c'est le terme. Oui, Oui, c'est le terme. Oui. oui. Alors effectivement, hein, c'est une question qu'on s'est posée. Alors on n'est pas les premiers à travailler sur cette source à l'INSEE. Il y a un département des études économiques qui a déjà pas mal exploité cette donnée, donc qui a déjà pas mal analysé le risque éventuel de biais lié au fait qu'on est sur des clients du Crédit Mutuel, hein, pas des clients de toutes les banques françaises. Alors ce qu'on peut dire, il y a deux aspects. C'est qu'on a réalisé un calage des données avec les informations dont on disposait, en particulier sur l'âge, le sexe et le département, sachant que c'est vraiment, autant en termes de profil d'âge et de sexe, on est relativement proche d'une structure de la population française avec les clients du Crédit Mutuel. En revanche, il y a une déformation de l'échantillon géographique liée à l'implantation des agences Crédit Mutuel en France, et ça a été corrigé par un travail de calage des données. On s'appuie sur des méthodes statistiques pour recaler les données et les rendre exploitables et représentatives à un niveau en termes de représentativité géographique. Après, on peut se poser la question voilà, du profil sur d'autres variables, sur par exemple le niveau de vie des adhérents du Crédit Mutuel. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a comparé avec une autre source de données, pour le coup, qui est une source enquête, l'enquête Histoire de vie et patrimoine qui est conduite par l'INSEE, dans laquelle on dispose de l'information sur un échantillon représentatif, pour le coup, de la banque principale d'appartenance de chaque individu échantillonné dans l'enquête. Et on a comparé les clients du Crédit Mutuel avec l'ensemble des clients de l'échantillon. Et c'était plutôt, voilà, ça nous a rassurés, ça nous a permis de valider en fait le fait qu'on était quand même très proche. Alors, il y a quelques écarts, mais rien de vraiment trop alarmant, on va dire, sur la représentativité de l'échantillon du Crédit Mutuel. Et par ailleurs, le département des études économiques avait fait d'autres comparaisons avec d'autres sources pour s'en assurer. Alors, évidemment, c'est pas parfait. On ne va pas dire que
que les données sont parfaitement représentatives, mais le positionnement de l'INSEE par rapport à ça, c'est de se dire qu'il vaut mieux apporter de l'information statistique avec cette information-là, en ayant en tête qu'on est quand même sur les clients du Crédit Mutuel, que ce n'est pas complètement représentatif de l'ensemble des Français, mais avec quelques précautions méthodologiques qu'on a eues. Il vaut mieux ça que d'attendre qu'on ait fait des partenariats avec toutes les banques, c'est-à-dire probablement pas avant un bon bout de temps. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Oui, 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 tout à fait. Merci. Ensuite, il y avait plusieurs questions sur le sujet des mobilités résidentielles transfrontalières, un sujet pour 2026 que tu as évoqué. Oui. Donc, il est demandé s'il y aura des déclinaisons régionales ou est-ce que c'est une étude nationale uniquement? Alors pour le moment, c'est pas exclu, mais on va déjà regarder ce que ça donne pour notre projet d'étude nationale, parce qu'on a seulement commencé à regarder les données et à coder l'information que j'ai indiquée sur la commune Mhm. de résidence à l'étranger de l'année N-1. Mais on a en tête que si ça apporte des choses intéressantes parce que dans l'étude nationale, c'est certain qu'on ne va pas aller dans le niveau de détail qu'on peut aller dans une étude, auquel on peut aller dans une étude régionale. Donc, si on estime qu'il y a de la robustesse des données, qu'il y a assez de volume pour l'interpréter et que c'est intéressant, on le proposera, comme on l'a fait pour les données bancaires, ou comme dans l'idée qu'on a toujours bah, de- d'exploiter au maximum les investissements un peu voilà, de données, de sources qu'on fait. Donc, bien évidemment, si c'est possible et si ça nous semble voilà, en partenariat avec nos collègues des différentes régions, c'est pas exclu. Mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, alors toujours sur ce sujet des migrations résidentielles de l'étranger vers la France, mais aussi dans le sens inverse, les Français Hmm. vers l'étranger, une demande, est-ce que les données, ces données notamment que tu évoques, qui Hmm. vont être corrigées à la commune, seront mises à disposition en open data à la maille communale? Alors là, je peux pas répondre à ça. C'est un peu trop tôt. Après, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on discute avec le producteur, la division qui s'occupe de la production de la source recensement de la population l'INSEE, voir s'il n'y a pas des considérations de secret statistique derrière aussi. Là, c'est vraiment trop tôt parce que même en diffusion interne INSEE, cette information pour l'instant n'est pas du tout diffusée. Donc, Hmm. on va s'en servir pour le projet d'étude. Mais bon, après, s'il y a vraiment un besoin qui est exprimé par, euh, au sein de l'INSEE et en dehors de l'INSEE, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir. C'est un peu la même question pour la commune de résidence à l'étranger dans la base tout salarié que j'ai évoquée dans ma présentation. Alors, je pense qu'une diffusion d'open data à l'échelon communal, ça serait compliqué parce qu'on a quand même des flux qui sont en petit volume. Donc, c'est trop fragile pour une diffusion à un niveau aussi fin. Mais par contre, à un niveau plus agrégé, c'est pareil. On ne s'interdit pas de diffuser des données en open data là-dessus, sachant qu'on a dans notre programme de travail 2026 euh, cette, euh, cet objectif-là, c'est de rajouter des données sur le site de l'INSEE. Ça fait partie de notre programme de travail 2026, en particulier sur les flux. Donc, Parfait. Alors, toujours sur le même sujet, des mobilités résidentielles transfrontalières, sur quelle période de temps seront mesurées les évolutions? Donc, c'est à travers le recensement de la population, c'est des migrations sur un an, oui, c'est bien là, en ça? l'occurrence, ça sera des migrations sur un an parce que dans une enquête du recensement, on interroge sur le lieu de résidence de l'année antérieure. Donc, ce sera sur une période d'un an. Par contre, ce qu'on peut éventuellement regarder aussi, c'est par exemple, sur le dernier recensement 2022, on peut regarder du coup les personnes qui ont déménagé entre 2021 et 2022. On peut faire la même chose 6 ans en arrière, entre 2015 et 2016, euh, et regarder si en termes de flux et de volume, et de caractéristiques, de profil, on a des écarts, etc. C'est pas une évolution au sens, c'est pas les gens, on peut pas observer tous les ménages qui ont déménagé sur une X année, mais on peut comparer cette évolution NN-1 entre deux millésimes du recensement avec 5 ou 6 ans d'écart euh, selon les millésimes du recensement. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, oui. Est-ce que les deux sens de flux seront-ils bien étudiés?
Peut-être Non, les... ah non. non, ouais. Malheureusement non. Non, parce que dans le recensement, on a vraiment que les résidents français et on peut donc avoir des flux de la France vers la France ou de l'étranger vers la France. En revanche, les personnes qui s'installent à l'étranger l'année N, qui auraient éventuellement été enquêtées dans le recensement l'année N-1, bah, ils seront plus dans notre enquête de recensement puisqu'ils ne sont plus résidents français. Mm, Donc on n'en aura pas les deux sens, malheureusement. c'est ça. Ok, ensuite je vois donc des propositions remontées pour les sujets d'intérêt pour 2026, comme tu l'avais proposé. Donc il y a eu un grand oui sur le sujet de l'accessibilité aux services. Ouais. Ça marche plutôt bien. Aussi un intérêt remonté sur les questions de santé et d'accessibilité liées au handicap. D'accord. Euh, ça sera des questions plus difficiles à Mhm. traiter côté INSEE. Et ensuite, j'avais vu une autre question. Donc là, oui, c'est plus de mon côté. Est-ce que l'INSEE Hauts-de-France et l'Adréal envisagent d'actualiser les données transfrontalières en matière de climat et d'environnement? Non, à ce stade, c'est pas du tout au programme de travail. Donc c'est vrai que ces données avaient fait l'objet du troisième tome de l'Atlas transfrontalier en 2016 et depuis, il n'y a pas eu de mise à jour, mais voilà, là en tout cas, c'est pas du tout au programme d'actualiser ces données. Et un dernier sujet qui est d'intérêt qui est remonté, c'est sur voilà, l'emploi par secteur que tu Mhm. avais pu évoquer, Guillaume. D'accord. Voilà. Alors bonjour à tous et merci Nathalie pour celle de parole. Alors je vais vous présenter l'étude qui a été publiée à l'INSEE Hauts-de-France l'année dernière, en 2024. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement les sources et les choix méthodologiques qui ont été faits. Ensuite, une présentation du profil des travailleurs frontaliers qui viennent travailler dans la région depuis la Belgique. Et enfin, plus un focus sur l'influence que le travail frontalier a sur le salaire. Alors, au niveau des sources, il y a deux sources principales et la principale vraiment, c'est la base tout salarié. C'est un fichier utilisé à l'INSEE qui est produit à partir des données qui sont fournies par les déclarations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. Et également le recensement de la population pour quelques indicateurs de contexte dans l'étude. Et au niveau du champ, on est sur les salariés qui sont en poste au 1er janvier 2021, qui viennent travailler dans la zone frontalière, que je vais définir sur la diapositive suivante, et qui résident soit en France, soit en France, pardon, soit en Belgique. Donc, dans l'étude, on a utilisé le concept de zone frontalière qui regroupe les 7 zones d'emploi principales qui accueillent à elles seules plus de 97% des flux de travailleurs frontaliers belges. Donc, elle est composée des zones de Dunkerque, Roubaix-Tourcoing, Lille, Lens, Douai, Valenciennes et Maubeuge. Les travailleurs frontaliers sont désignés par les salariés qui exercent une activité dans cette zone et qui résident en Belgique, tandis que les travailleurs non frontaliers sont les salariés qui exercent une activité dans cette même zone, mais qui résident dans les Hauts-de-France. Donc, globalement, au niveau des travailleurs belges qui viennent travailler dans la région, on est sur 8700 résidents belges, avec une concentration côté français dans les zones d'emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing. Donc, plus de 80% de ces travailleurs viennent dans ces deux zones d'emploi. Côté belge, l'arrondissement de Tournai-Moucron, qui est le découpage administratif qui a été utilisé côté belge, qui concentre à lui seul 2 tiers des frontaliers belges qui viennent travailler en France, donc. Et enfin, une information qui est quand même assez importante, c'est que 3 frontaliers belges sur 4 sont nés en France, des Français de naissance qui ont déménagé en Belgique et qui ont par la suite travaillé dans la zone. Au niveau des formes d'emploi, donc,
comme les non-frontaliers, les frontaliers sont principalement en CDI et ils le sont plus que les non-frontaliers, environ 3 sur 4. On a un travailleur frontalier sur 4 qui travaille dans la fonction publique avec une surreprésentation des frontaliers qui sont nés en France, puisqu'on a environ 90% des frontaliers de la fonction publique qui sont des Français de naissance, et une part beaucoup plus faible des formes d'emploi que sont le CDD, l'intérim ou les autres types d'emplois comme les apprentis ou les emplois aidés. Alors, selon la zone d'emploi, on a des caractéristiques différentes des frontaliers. À Lille, on va plutôt retrouver une proportion plus importante de cadres et de frontaliers en CDI. À Roubaix-Tourcoing, plus souvent des femmes par rapport au reste de la zone, plus souvent des employés et des ouvriers. Également une part plus importante de l'administration publique et de la santé humaine, notamment du fait de la présence importante dans la fonction publique hospitalière. Enfin, Lens, Maubeuge et Dunkerque, on retrouve une population plus masculine, avec une part de cadres plus importante, qui peut aller jusqu'à 45%. Et selon la zone, une spécialisation sectorielle différente, avec à Lens une part plus importante du commerce et du transport, à Maubeuge de l'administration publique et de la santé humaine, et à Dunkerque de l'industrie, hors industrie agroalimentaire. Douai et Valenciennes partagent plusieurs caractéristiques communes, à savoir plus d'hommes et plus d'ouvriers en proportion, mais avec une particularité pour chaque zone, c'est qu'à Douai, on retrouve une proportion plus importante de frontaliers dans le secteur de la construction, et à Valenciennes, plutôt une part importante dans l'industrie, toujours hors industrie agroalimentaire. Donc maintenant, on va passer plutôt à une partie centrée sur le salaire des frontaliers comparativement à celui des non-frontaliers. Dans le tableau, vous avez par ligne les différentes catégories socio-professionnelles, également couramment appelées PCS. Donc c'est une répartition selon les différents types, artisans, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers. Les colonnes en bleu représentent les frontaliers et les colonnes rouges les non-frontaliers. Et dans la partie droite du tableau, les 3 dernières colonnes, c'est centré sur les salaires, donc en bleu des frontaliers, en rouge des non-frontaliers, et la dernière colonne pour l'écart entre les deux populations. Et ce tableau permet donc de mettre en lumière qu'on a des écarts de salaire qui sont assez notables sur la population des artisans, des commerçants et chefs d'entreprise, puisque l'écart de salaire entre frontaliers et non-frontaliers il est de 45% environ. Également un écart assez important parmi les cadres et les employés avec environ 19 et 18% pour chacune d'entre elles. Et en fait, ces différences de salaire et de répartition expliquent en partie le fait que le salaire des frontaliers est plus élevé que celui des non-frontaliers. Donc c'est le chiffre que vous avez en bas à droite, 23,8. Et si on prend l'ensemble des frontaliers et qu'on les compare à l'ensemble des non-frontaliers. Et la répartition par différentes catégories socio-professionnelles explique en partie ça, puisque les frontaliers vont être plus présents dans les catégories qui sont plus rémunératrices, comme les artisans ou les cadres. Mais dans cet écart brut, on va dire de 24%, on retrouve une fois gommé les effets de structure, donc c'est-à-dire à caractéristiques égales, c'est-à-dire qu'on prend vraiment un salarié frontalier et non frontalier à caractéristiques égales, donc sans effet de sexe, de catégorie ou de forme d'emploi. Il reste un écart résiduel de 9%. Et si on observe les autres types de variables, donc on retrouve l'écart de 9% qui est l'écart global. Si on s'intéresse au sexe, on voit que les femmes frontalières
ont un salaire 8% à celui des femmes non frontalières, et cet écart monte jusqu'à 10% pour les hommes. Au niveau des secteurs, mis à part dans le secteur agricole, pour lequel on a un écart d'environ moins 6%, dans tous les secteurs, les frontaliers, à caractéristiques égales, encore une fois, ont un salaire supérieur à celui des salariés non frontaliers. Et l'écart est particulièrement prononcé dans l'administration publique et également dans les autres services. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la volumétrie, on est sur environ 8700 résidents belges qui viennent travailler dans la région en 2021. On a une concentration des flux de frontaliers côté belge dans l'arrondissement de Tournai-Moucron et côté français dans les zones de Lille et Roubaix-Tourcoing. Selon la zone d'emploi, on a des profils différents, que ce soit en termes de secteur, de catégorie socio-professionnelle ou de sexe, et que le salaire des frontaliers est supérieur à celui des non-frontaliers, en partie et majoritairement par la répartition de ces derniers dans les différents secteurs de l'économie, également par les catégories socio-professionnelles, mais il y a également une part résiduelle qui reste pas explicable directement avec les données mises à disposition. Merci pour votre attention. Je vous invite à consulter l'étude si vous souhaitez en savoir plus sur le site de l'INSEE, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis Sophie Tieng-Macharzac, chargée d'études au service études et diffusion de Lille. Donc, je vais vous présenter l'étude sur les travailleurs frontaliers des Hauts-de-France vers la Belgique, réalisée par Michael Bréfort et moi-même. Donc, je vais rapidement vous présenter le champ et les sources de l'étude avant de vous parler des résultats. Alors, le champ et les sources, donc comme l'a évoqué Guillaume Bichler, il s'agit d'une collection d'études sur les déplacements des travailleurs frontaliers en 2021. Donc une collection qui comporte une étude nationale, donc réalisée par le pôle statistique transfrontalière, et 5 études régionales, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Hauts-de-France. Donc vous pouvez retrouver ces études sur INSEE.fr ou directement dans le support de ce diaporama, s'il vous est fourni en cliquant sur les différentes images. Donc on a étudié les déplacements domicile-travail de la France vers l'étranger, en se concentrant sur les zones d'emploi avec certaines caractéristiques. Donc on a sélectionné les zones d'emploi qui contenaient au moins 150 travailleurs frontaliers, et parmi ces travailleurs, on a retenu que ceux qui effectuaient une distance maximale de 150 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc au niveau du champ national, on avait 45 zones d'emploi. Et au niveau de France, donc on s'est concentré sur les travailleurs vers la Belgique, au sein des 10 zones d'emploi les plus proches de la frontière belge, qui sont représentées sur cette carte. Au niveau des sources, donc à travers plusieurs outils, on a pu mobiliser différentes sources de données, donc le recensement de la population, le distancier métrique OSRM, l'enquête mobilité, le répertoire statistique des véhicules routiers, ce qui nous a permis de pouvoir caractériser les déplacements domicile-travail, donc en termes de distance, durée ou encore mode de déplacement, mais également les émissions de CO2 donc liées à ces déplacements, avec un champ un peu plus restreint pour cet indicateur, puisque l'outil ne prenait en compte que les déplacements inférieurs à 100 km. Je vais maintenant vous parler des résultats. Donc, quelques données de cadrage pour commencer. Donc, sur le champ national, on avait 437 800 résidents qui se rendaient à l'étranger pour travailler en 2021, avec la répartition suivante. Donc, 32 700 qui se rendaient à Monaco, la moitié à peu près qui travaillent en Suisse, un peu plus de 10% qui travaillent en Allemagne, un quart de nos résidents qui vont travailler au Luxembourg et enfin 42 000 qui travaillent en Belgique. Et parmi ces 42 000 résidents, la majorité réside dans les Hauts-de-France, donc c'est à eux qu'on s'est intéressé en particulier.
Donc, dans les Hauts-de-France, en 2021, on avait 36 000 travailleurs frontaliers, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à 2010, donc 7 800 travailleurs en plus, donc très grosse augmentation, mais ils ne représentent que 1,6% des actifs en emploi. À titre de comparaison, dans la région Grand Est, par exemple, les frontaliers représentent 9% des actifs en emploi et en Auvergne-Rhône-Alpes, 4%. Et donc sur ces 36 000 travailleurs frontaliers, on en a 96%, soit 34 700 qui rentrent dans le champ de l'étude, donc les zones d'emploi qui contiennent au moins 150 travailleurs frontaliers et des travailleurs qui effectuent au maximum 150 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc au sein de nos 10 zones d'emploi retenues, donc on a 4 zones qui concentrent plus de 80% de nos travailleurs frontaliers. Roubaix-Tourcoing avec 10 500 travailleurs, Valenciennes 6 700 frontaliers, Lille 6 600 et Maubeuge 6 200. Vous voyez sur la carte, on a représenté la part des frontaliers parmi les actifs de chaque zone. Et donc on a 2 zones qui ont les taux de frontaliers les plus élevés, à savoir Maubeuge avec 8% et Roubaix-Tourcoing 7%. Et si on regarde ensuite les flux vers la Belgique, on a 4 arrondissements belges qui reçoivent les 2/3 des navetteurs. L'arrondissement de Tournai-Moucron qui reçoit 11 300 navetteurs. À lui seul, ça représente 1/3 des travailleurs frontaliers. Ensuite, Courtrai, 4 800 frontaliers. Mons, 4 700 et Yvres, 2 700. Alors, si on s'intéresse aux caractéristiques des déplacements, donc, en termes de distance, les frontaliers effectuent un trajet 2,6 fois plus long que les non-frontaliers. Donc, si on regarde la distance moyenne parcourue, elle est de 39 km pour les frontaliers contre 15 km pour les non-frontaliers. On a un quart des frontaliers qui parcourent plus de 50 km pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, c'est d'autant plus vrai pour ceux qui habitent dans les zones d'emploi les plus éloignées de la frontière. En revanche, les frontaliers de la zone de Roubaix-Tourcoing ne parcourent qu'en moyenne que 24 km. Donc cette distance est plus courte dans la mesure où la moitié des frontaliers de cette zone travaillent dans l'arrondissement adjacent de Tournai-Moucron. Alors comment se déplacent les frontaliers? Eh bien, ils ont un mode de transport quasi exclusif, donc c'est la voiture pour 96% d'entre eux, contre 80% pour les non-frontaliers. L'utilisation de la voiture, donc massivement, elle est facilitée par le fait que, d'une part, il y a une insuffisance des transports en commun ou tout du moins des difficultés pour y accéder et d'autre part, par la présence d'un réseau routier très dense entre les Hauts-de-France et la Belgique. Si on regarde maintenant les caractéristiques des travailleurs frontaliers, notamment la catégorie socio-professionnelle, donc sur l'ensemble de nos 10 zones d'emploi, on a une majorité d'ouvriers. On a 52,6% donc sur l'ensemble des 10 zones. Et cette part est encore plus élevée dans certaines zones d'emploi, notamment Saint-Omer, 74%, Lens, 71%, Dunkerque, 67% et Roubaix-Tourcoing, 66%. En revanche, on a une part de cadres un peu plus importante dans la zone d'emploi de Lille, 19,1%, également Cambrai, 18,9%. Les professions intermédiaires sont un peu plus représentées dans les zones d'emploi de Valenciennes, 31%, et Maubeuge, 30,8%. Si on regarde le mode de transport par catégorie socio-professionnelle, donc vous voyez ici que la voiture est le mode de transport majoritaire, le graphique tout rouge. En revanche, au niveau des cadres, on a quand même 8% d'entre eux qui prennent les transports en commun sur l'ensemble des 10 zones. Et cette part s'élève même à 17% dans la seule zone d'emploi de Lille, de par la présence de lignes de TGV et de TER. Pour les ouvriers, donc on voit que 98% d'entre eux utilisent leur voiture. Et cette utilisation exclusive résulte en partie du fait qu'ils ont des horaires décalés et que les usines sont souvent moins accessibles en transport.
Et pour terminer, je vais vous parler des émissions de CO2, donc liées au déplacement à domicile-travail. Donc en 2021, donc parmi les actifs qui effectuent des déplacements inférieurs à 100 km, donc nos frontaliers ont émis chacun en moyenne 1700 kg de CO2. Donc c'est un peu plus du double de la région, qui est de 800 kg de CO2. Et si vous vous souvenez des accords de Paris de 2015 sur le climat, donc l'objectif sur l'ensemble des émissions de CO2 a été fixé à 2 tonnes de CO2 par an et par habitant à l'horizon 2050. Et donc pour nos frontaliers, on voit que les émissions liées au déplacement domicile-travail représentent à elles seules 85% de cet objectif. Donc un chiffre assez conséquent. Et je vous remercie de votre attention. Merci.